Le 6 février 1998, 3 coups de feu éclatent dans une rue à Ajaccio. Un des plus hauts représentants de l'État français s'effondre, le préfet Erignac est mort. C'est un séisme et la traque qui va suivre va durer 4 ans. Elle va transformer un simple berger en l'homme le plus recherché de France, puis en une icône controversée. Aujourd'hui, on plonge dans l'un des dossiers les plus brûlants de la République, le cas Yvan Colonna. Yvan Colonna, c'était d'abord l'un des fugitifs les plus recherchés de France, et surtout l'un des détenus les plus connus de l'Hexagone. En 2022, Yvan Colonna meurt après avoir été agressé par un autre prisonnier dans la maison centrale d'Arles, dans les Bouches-du-Rhône. Le militant indépendantiste corse avait 61 ans et purgeait une peine de réclusion criminelle à perpétuité pour avoir commis l'assassinat du préfet Claude Erignac en 1998. Alors cette agression violente a plongé Yvan Colonna dans le coma pendant plusieurs semaines avant de finalement décéder, et sa mort a suscité une vive émotion en Corse et de violentes manifestations ont éclaté en soutien à cette figure du nationalisme. Mais pourquoi un tel soutien en faveur d'un homme qui a été condamné pour avoir abattu une figure de la République? Pour le comprendre, faisons un léger saut dans le temps. Yvan Colonna naît à Ajaccio en 1960 d'un père corse et d'une mère bretonne, mais alors qu'il n'a que 15 ans, le jeune Yvan Colonna va être marqué par ce qu'il voit à la télévision. En 1975, à Aléria, sur la côte orientale de l'île, des manifestants indépendantistes corses occupent une cave viticole tenue par des pieds noirs. Ce sont ces Français qui étaient installés en Algérie puis sont retournés en France après l'indépendance. À ce moment-là, les Corses protestent contre la politique française qui attribuait de nombreux terrains aux pieds noirs au détriment des habitants de l'île, donc les Corses. Ces derniers se rebellent mais sont violemment réprimés par les forces armées qui débarquent depuis Paris. Alors l'affaire, assez médiatisée à l'époque, marque un tournant dans l'histoire du nationalisme corse. Yvan Colonna, lui, observe tout ça depuis Nice où il a déménagé avec sa famille parce que son père, Jean-Hugues, est devenu député socialiste des Alpes-Maritimes. Il a tout pour faire une carrière à Paris, mais marqué par cette affaire, il abandonne ses études et décide en 1981 de retourner en Corse. Il devient berger et s'engage au sein du FLNC, le Front de Libération Nationale Corse. C'est un groupe armé fondé 5 ans plus tôt et qui réclame l'indépendance de l'île de Beauté. À cette époque, la Corse résonne au bruit des nuits bleues, des vagues d'attentats à l'explosive commis contre des bâtiments administratifs ou des villas. Mais le FLNC veut frapper plus fort et veut viser directement l'État français. Dans la nuit du 5 au 6 septembre 1997, un commando de 5 personnes, armées et masquées, s'attaque à la gendarmerie de Pietrozella. C'est une petite ville à 30 km au sud d'Ajaccio, et parmi ce commando, il y a Yvan Colonna. L'opération elle est rapide et brutale, ils neutralisent les gendarmes, les prennent en otage et repartent même avec un trophée de guerre, un pistolet automatique Beretta, et cette arme elle servira quelques mois plus tard à commettre l'irréparable. Le 6 février 1998, le préfet de Corse, Claude Erignac, est abattu de 3 balles dans la tête en pleine rue à Ajaccio. Le préfet, en poste depuis 2 ans, devait se rendre à un spectacle en compagnie de sa femme. Claude Erignac meurt sur le coup et son corps gît sur le trottoir dans une mare de sang. Cet acte est qualifié de barbare, sans précédent dans l'histoire du pays, par le président de l'époque, Jacques Chirac, parce que derrière cette exécution, c'est la République qui est visée. Alors comment les enquêteurs sont remontés jusqu'à Yvan Colonna? Il faut attendre le 22 mai 1999. Ce jour-là, 4 hommes sont arrêtés et placés en garde à vue, dont Alain Ferrandi, le prétendu chef de l'opération Commando. Alors tous reconnaissent avoir participé à l'assassinat du préfet, mais surtout ils désignent tous le même tireur, un berger corse de 39 ans du nom d'Yvan Colonna. Sauf que quand la police arrive à sa bergerie, il n'y a personne. Yvan Colonna a pris la fuite et c'est là que va commencer une traque qui va durer pendant 4 ans. De 1999 à 2003, son nom et son visage sont de partout, à la télévision, dans les journaux, devant les commissariats. Les enquêteurs pensent même qu'il a quitté l'île de Beauté. Mais finalement, le 4 juillet 2003, Yvan Colonna est retrouvé caché près du maquis corse, près de Propriano, à peine à 100 km de sa bergerie à Cargèse. S'ensuivent 3 procès hors normes devant la cour d'assises spéciale de Paris, car ici on juge un acte terroriste. Mais problème, il n'y a pas de preuves matérielles irréfutables, pas d'ADN sur l'arme du crime, pas d'empreinte sur les lieux. Tout le dossier repose donc sur un pilier central, les témoignages. Et alors qu'en 1999, les membres du commando désignent Colonna comme tireur, au procès, finalement, ils se rétractent tous. Mais la justice ne flanche pas. En 2007, il est une première fois condamné à la perpétuité. En 2009, en appel, la peine est alourdie d'une période de sûreté de 22 ans. En 2011, après l'annulation du précédent procès pour un vice de forme, un 3e procès a lieu. Le verdict tombe, la perpétuité, mais cette fois-ci sans période de sûreté. Yvan Colonna, lui, reste impassible et répète constamment la même phrase « Je n'ai jamais tué personne ». Pour lui, la France a décidé de sa culpabilité avant même de le juger et c'est pourquoi il saisit la Cour européenne des droits de l'homme. Il dénonce une justice d'exception et un acharnement médiatique.
Si la Cour européenne des droits de l'homme juge sa demande recevable et c'est déjà une victoire symbolique, elle finit par rejeter ses griefs en 2016. Pour l'Europe, la justice française a fait son travail, Ivan Colonna est condamné à finir ses jours derrière les barreaux. Incarcéré pendant près de 18 ans à Toulon, Fresnes ou Arles, Ivan Colonna a demandé sans cesse son transfert vers la prison de Borgo en Haute-Corse, mais ces demandes, elles, ont toujours été refusées. La fin, vous la connaissez, nous sommes le mercredi 2 mars à la maison centrale d'Arles, l'un des établissements pénitentiaires les plus sécurisés de France. Allongé au sol, Ivan Colonna, lui, est en train de faire des pompes, il est seul, et c'est alors que Franck Elongabé se jette sur lui. Pendant 8 minutes, l'agression est d'une violence inouïe, Ivan Colonna est projeté au sol, étouffé, étranglé, et personne n'intervient. C'est Franck Elongabé lui-même qui prévient les surveillants. Colonna est transporté en urgence absolue, il est dans le coma, et en Corse, la nouvelle se répand comme une traînée de poudre. Des milliers de personnes descendent dans la rue à Bastia, Ajaccio ou encore Calvi. Le slogan Statu francese assassinu, État français assassin, est tagué sur tous les murs. Le 15 mars 2022, après plusieurs jours de violence et des centaines de blessés, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin déclare avant un déplacement sur l'île que le gouvernement français est prêt à aller jusqu'à l'autonomie de la Corse. Quelques jours après, le 21 mars, après 3 semaines dans le coma, Ivan Colonna meurt. Ses obsèques à Cargès sont suivies par une foule immense et se déroulent dans un silence de plomb. L'histoire ne s'arrête pas là car une commission d'enquête parlementaire a été lancée au sujet de sa mort et les conclusions sont accablantes, on parle de failles graves, de négligence et de manquements au sein de l'administration pénitentiaire. Le 18 mars 2025, le tribunal administratif de Marseille condamne même l'État français à verser 75 000 € aux héritiers d'Ivan Colonna pour manquement fautif de l'administration pénitentiaire. Quant au statut de l'île de Beauté, après de multiples reports, un projet de loi pour une Corse dans la République va bel et bien voir le jour. Il sera examiné à l'Assemblée nationale dès le 15 juin prochain. Si les contours de cette loi restent encore flous, elle permettrait à l'île d'avoir le même statut que la Polynésie française, c'est-à-dire d'être à la fois au sein de la République mais aussi d'avoir ses propres lois, comme par exemple en matière d'aménagement du territoire ou encore d'économie. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker ou à commenter, surtout abonnez-vous pour ne rien manquer à nos prochaines vidéos.